Chapitre 19. Le principe de boucle d'or, comment rester motivé dans la vie et au travail. En 1955, Disneyland venait d'ouvrir à Anaheim, en Californie, lorsqu'un garçon de 10 ans se présenta pour y travailler. La législation du travail était souple à l'époque et le garçon réussit à obtenir un poste de vente de guide à 0,5 $ l'unité. En moins d'1 an, il avait obtenu un poste dans le magasin de magie de Disney où il apprit les astuces auprès des employés plus expérimentés. Il s'entraînait à faire des blagues et proposait toujours les mêmes numéros lorsqu'il accueillait les visiteurs. Il découvrit rapidement que ce qu'il aimait, ce n'était pas la magie, mais le spectacle d'une manière générale. Il voulait devenir comédien. Dès son adolescence, il commença à se produire dans de petits clubs de Los Angeles. Le public n'était pas nombreux et son spectacle était court. Il restait rarement plus de 5 minutes sur scène. La plupart des personnes du public étaient trop occupées à boire un verre ou à parler avec des amis pour faire attention à son spectacle. Il lui arriva même de jouer son spectacle dans une salle vide. Ce n'était pas très gratifiant, mais sans aucun doute, cette expérience lui permettait de s'améliorer. Ses premières représentations ne duraient qu'1 ou 2 minutes. Au lycée, il commença à inclure un numéro de 5 minutes et, quelques années plus tard, son spectacle durait 10 minutes. À 19 ans, il se produisait toutes les semaines pendant 20 minutes. Il devait lire 3 poèmes pendant le spectacle pour que ce soit suffisamment long, mais il continuait de progresser. Il passa une autre décennie à expérimenter, à fignoler et à travailler son spectacle. Il devint ensuite scénariste pour la télévision et peu à peu, il commença à faire quelques apparitions dans des talk-shows. Au milieu des années 1970, il était devenu un invité régulier du Tonight Show et du Saturday Night Live. Au final, après près de 15 années de dur travail, le jeune homme s'est fait un nom. Il s'est rendu dans 60 villes en 63 jours, puis 72 villes en 80 jours, puis 85 villes en 90 jours. 18 695 personnes ont assisté à son spectacle dans l'Ohio. 45 000 places supplémentaires ont été vendues pour le spectacle qu'il donna pendant 3 jours à New York. Il se propulsa au sommet dans son domaine et devint l'un des comédiens les plus réputés de son époque. Son nom est Steve Martin. L'histoire de Martin offre une perspective fascinante sur ce qu'il faut faire pour conserver ses habitudes à long terme. La comédie n'est pas une discipline faite pour les timides. Il est difficile d'imaginer une situation plus terrorisante que celle de jouer seul sur scène et de ne pas voir un seul spectateur rire. Et pourtant, Steve Martin a dû affronter cette peur chaque semaine pendant 18 ans. Selon ses propres mots, 10 ans d'apprentissage, 4 ans de peaufinage et 4 ans de succès fulgurant. Pourquoi certaines personnes, comme Steve Martin, suivent-elles une routine, qu'il s'agisse de faire rire, de dessiner des caricatures ou de jouer de la guitare, alors que la plupart d'entre nous ont du mal à rester motivés? Comment pouvons-nous créer des habitudes qui durent plutôt que des habitudes qui s'estompent au fil du temps? Les scientifiques étudient cette question depuis de nombreuses années. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre, l'une des conclusions les plus cohérentes est la suivante. Pour maintenir la motivation et atteindre un niveau d'envie maximale, il faut travailler sur des tâches qui présentent une difficulté supportable. Le cerveau humain aime les défis, mais seulement s'il se trouve dans une zone de difficulté optimale. Si vous aimez le tennis et essayez de jouer un match contre un enfant de 4 ans, vous allez vite vous ennuyer. C'est trop facile. Vous gagnerez chaque point. En revanche, si vous jouez avec un joueur de tennis professionnel comme Roger Federer ou Serena Williams, vous perdrez rapidement votre motivation car le match est trop difficile. Maintenant, imaginez que vous jouiez au tennis contre quelqu'un de votre niveau. Au fur et à mesure que le jeu avance, vous gagnez quelques points et vous en perdez quelques-uns. Vous avez de bonnes chances de gagner, mais uniquement si vous vous en donnez les moyens. Vous êtes concentré, les distractions disparaissent et vous vous retrouvez totalement investi dans la tâche à accomplir. Il s'agit d'une difficulté tout à fait supportable et c'est un excellent exemple du principe de boucle d'or. Selon le principe de boucle d'or, nous sommes extrêmement motivés lorsque nous exécutons des tâches qui sont à la limite de nos capacités du moment. Pas trop difficiles, pas trop faciles, juste au bon niveau de difficulté. La carrière de Steve Martin dans la comédie est un excellent exemple du principe de boucle d'or. Chaque année, il augmentait la durée de son spectacle, seulement d'1 minute ou 2. Il ajoutait toujours de nouveaux éléments, mais il gardait aussi quelques blagues, valeur sûre qui lui garantissaient des rires dans la salle.
Il remportait suffisamment de petites victoires pour rester motivé et faisait suffisamment d'erreurs pour travailler encore plus. La motivation maximale intervient lorsque vous êtes confronté à un défi qui présente une difficulté supportable. Dans les recherches en psychologie, on appelle cette approche la loi de Yerkes-Dodson, qui définit le niveau d'éveil ou d'excitation comme le point médian entre l'ennui et la peur. On appellera ici ce point médian la zone de boucle d'or. Lorsque vous commencez une nouvelle habitude, il est important que le comportement soit aussi simple que possible afin que vous puissiez vous y tenir, même lorsque les conditions ne sont pas optimales. C'est une idée que nous avons traitée en détail dans la 3e loi du changement de comportement. Néanmoins, une fois que l'habitude est établie, il est important de continuer de progresser petit à petit. Ces petites améliorations et nouveaux défis vous maintiennent motivé et si vous atteignez véritablement la zone de boucle d'or, vous pouvez atteindre l'état de flow. Quand vous êtes en état de flow, vous êtes dans la zone et complètement immergé dans une activité. Les scientifiques ont essayé de quantifier ce sentiment. Ils ont constaté que pour atteindre un état de flow, une tâche doit vous demander environ 4% d'efforts supplémentaires par rapport à votre capacité du moment. Dans la vie quotidienne, il est généralement impossible de quantifier la difficulté d'une action de cette façon, mais l'idée principale du principe de boucle d'or reste la même. S'atteler à relever des défis présentant une difficulté supportable, dans la limite de vos capacités, semble capital pour maintenir la motivation. Toute amélioration nécessite un équilibre délicat. Vous devez régulièrement rechercher les défis repoussant vos limites, tout en continuant à progresser suffisamment pour rester motivé. Les comportements doivent demeurer innovants pour rester attrayants et satisfaisants. Sans variété, nous nous ennuyons, et l'ennui est peut-être le plus grand ennemi dans toute quête d'amélioration personnelle. Comment rester concentré quand vous vous lassez de travailler sur vos objectifs? Après avoir arrêté le baseball, j'ai cherché un autre sport. J'ai rejoint une équipe d'haltérophilie, et un jour, un entraîneur réputé est venu dans notre salle de sport. Il avait travaillé avec des milliers d'athlètes au cours de sa longue carrière, y compris quelques athlètes olympiques. Je me suis présenté et nous avons commencé à parler du processus d'amélioration. « Qu'est-ce qui fait que certains athlètes sont meilleurs que d'autres ?» lui ai-je demandé. « Qu'est-ce que les gens qui ont le plus de succès font que les autres ne font pas ?» Il a cité tous les facteurs auxquels on pense tous, la génétique, la chance, le talent. Mais il a ensuite dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. À un moment donné, ceux qui réussissent ont une capacité que les autres n'ont pas. Ils ne se lassent pas de s'entraîner chaque jour en levant encore et toujours les mêmes poids pendant des heures et des heures. Sa réponse m'a surpris, car c'est une façon différente de penser à l'éthique du travail. Les gens parlent de se mettre en condition pour atteindre leurs objectifs. Que ce soit dans les affaires, dans les sports ou dans les arts, on dit bien souvent « tout se résume à de la passion » ou « vous devez vraiment le vouloir ». En conséquence, beaucoup d'entre nous sont déprimés lorsque nous perdons notre concentration ou notre motivation parce que nous pensons que les gens qui réussissent ont toujours la passion en eux. Mais cet entraîneur disait que les personnes qui réussissent vraiment ressentent le même manque de motivation que tout le monde. La différence est qu'ils trouvent toujours un moyen de continuer malgré le sentiment d'ennui. La maîtrise nécessite de la pratique. Mais plus vous pratiquez quelque chose, plus cela devient ennuyeux et routinier. Au début, vous êtes ravi des bénéfices que vous tirez de cette pratique. Après, vous savez à quoi vous attendre, donc l'intérêt commence à s'estomper. Parfois, c'est encore plus rapide. Vous allez à la salle de sport quelques jours de suite, ou vous publiez quelques articles sur votre blog à la date prévue. Laisser passer un jour sans rien faire vous semblera normal. Vous trouvez logique de prendre des jours off quand vous avez mis en place une routine efficace pour vous. La plus grande menace au succès n'est pas l'échec, mais l'ennui. On s'ennuie des habitudes parce qu'elles nous lassent au fil du temps. On connaît déjà le résultat. Et à mesure que nos habitudes deviennent ordinaires, nous commençons à ralentir notre envie d'innovation. C'est peut-être pour cette raison que nous sommes pris dans un cycle sans fin, passant d'une séance d'entraînement à l'autre, d'un régime à l'autre, d'une idée d'entreprise à l'autre. Dès que nous éprouvons la moindre baisse de motivation, nous commençons à chercher une nouvelle stratégie, même si l'ancienne fonctionnait toujours. Comme l'écrit Machiavel, les hommes désirent la nouveauté à un point tel que ceux qui s'en sortent bien souhaitent autant un changement que ceux qui s'en sortent mal.
C'est peut-être pour cette raison que la plupart des produits qui créent le plus d'habitudes sont ceux qui fournissent des formes continues de nouveautés. Les jeux vidéo offrent une nouveauté visuelle, le porno propose des nouveautés sexuelles, la malbouffe apporte une nouveauté culinaire. Chacune de ces expériences offre des éléments de surprise continue. En psychologie, on appelle ça une récompense variable. Les machines à sous sont l'exemple du monde réel le plus probant. Un joueur gagne le jackpot de temps en temps, mais pas à un intervalle prévisible. Le rythme des récompenses varie. Cette variation provoque des pics de dopamine importants, améliore le rappel à la mémoire et accélère la formation d'habitudes. Les récompenses variables ne créent pas une envie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir une récompense qui n'intéresse pas, la donner à un intervalle variable et espérer que cela changera un comportement. Mais elles sont un moyen efficace d'amplifier les envies que nous ressentons déjà parce qu'elles réduisent le sentiment d'ennui. Le point idéal du désir se trouve à mi-chemin entre le succès et l'échec. La moitié du temps, vous obtenez ce que vous voulez, la moitié du temps, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Il vous faut juste assez de gains pour éprouver de la satisfaction et juste assez de volonté pour expérimenter le désir. C'est l'un des avantages de suivre le principe de boucle d'or. Si vous êtes déjà intéressé par une habitude, travailler sur des défis présentant une difficulté supportable est un bon moyen de maintenir votre intérêt pour cette habitude. Bien sûr, toutes les habitudes n'ont pas un élément de récompense variable et ce n'est pas ce que vous recherchez. Si Google ne fournissait parfois que des résultats de recherche inutiles, je passerais rapidement à un concurrent. Si Uber ne me servait qu'à la moitié de mes trajets, je doute que j'utiliserais ce service très longtemps. Et si je passais un fil dentaire tous les soirs sans garantie systématique de résultat, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Récompense variable ou non, aucune habitude ne peut conserver un intérêt perpétuel. À un moment donné, tout le monde est confronté au même défi sur le chemin de l'amélioration de soi. Vous devez apprécier l'ennui. Nous avons tous des objectifs que nous aimerions atteindre et des rêves que nous aimerions réaliser. Mais quel que soit le domaine dans lequel vous essayez de devenir meilleur, si vous ne faites des efforts que lorsque ça vous arrange ou motive, vous ne suivrez jamais un processus constant permettant d'obtenir des résultats visibles. Je peux vous garantir que si vous parvenez à prendre une habitude et que vous continuez à vous y tenir, il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Lorsqu'on démarre une entreprise, il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller. Lorsqu'on va à la salle de sport, il y a des jours où on n'a pas le courage de finir des séries d'exercices. Lorsqu'on doit écrire un livre ou un article, il y a des jours où on n'a pas envie de taper sur le clavier. En revanche, si on prend les choses en main quand la situation paraît ennuyeuse, difficile ou fatigante, c'est là qu'on voit la différence entre un véritable professionnel et un amateur. Un professionnel respecte le calendrier fixé, un amateur se laisse déborder. Un professionnel sait ce qui est important pour lui et travaille dessus avec détermination. Un amateur est toujours rattrapé par les aléas de la vie. David Kane, auteur et professeur de méditation, encourage ses élèves à ne pas être méditants du dimanche. De même, vous n'avez pas envie d'être un athlète, un écrivain, etc. du dimanche. Quand une habitude est vraiment importante pour vous, vous devez être prêt à vous y tenir, quelle que soit votre humeur. Les professionnels agissent même lorsque la conjoncture n'est pas bonne. Ils peuvent avoir des difficultés à continuer, mais ils trouvent le moyen de mettre en application les actions routinières répétées. Il y a beaucoup de séries d'exercices que j'ai bien cru ne jamais terminer, mais je n'ai jamais regretté de faire une séance d'entraînement. Il y a eu beaucoup d'articles que j'ai eu du mal à écrire, mais je n'ai jamais regretté ce que j'ai publié en respectant à chaque fois les délais. Il y a beaucoup de jours où j'ai eu envie de me détendre, mais je n'ai jamais regretté d'avoir agi et travaillé sur quelque chose qui était important pour moi. La seule façon de devenir excellent est d'être fasciné sans cesse en faisant la même chose encore et encore. Vous devez apprécier l'ennui. Résumé du chapitre, selon le principe de boucle d'or, nous sommes extrêmement motivés lorsque nous exécutons des tâches qui sont à la limite de nos capacités du moment. La plus grande menace au succès n'est pas l'échec, mais l'ennui. À mesure que les habitudes deviennent des routines, elles génèrent moins d'intérêt et de satisfaction. Nous tombons dans l'ennui. On peut tous travailler dur quand on se sent motivé. C'est la capacité à continuer quand le travail n'est pas motivant qui fait la différence. Un professionnel respecte le calendrier fixé, un amateur se laisse déborder.